La quête de la Belle aux cheveux d'or, chapitre 3, troisième partie. À la fin de la seconde partie, nous avons quitté Tristan lorsqu'à la suite de son combat avec le dragon, il est tombé inanimé dans des herbes près d'un marécage. Je vais continuer en allant aux points essentiels de la suite de l'histoire. Le sénéchal du roi d'Irlande va chercher à s'octroyer la victoire sur le dragon car il convoitait lui aussi Iseut, mais il n'avait jamais osé affronter le monstre. Aussi, il va couper la tête de la bête pour la porter à son roi. Or, je dois remarquer qu'il est impossible qu'il ait coupé la tête du dragon, pas plus que Tristan ne peut lui avoir coupé la langue, car c'est un animal qui n'a jamais existé. Le roman lui donne une apparence physique pour les besoins de l'histoire et pour satisfaire un public qui pouvait croire à l'époque à l'existence réelle des dragons, mais on peut admettre que le mal ou la malédiction qui prend un aspect monstrueux mais bien visible et bien défini a un côté relativement rassurant, car l'inconnu est généralement ce qui fait le plus peur aux hommes, quand le mal ou la malédiction est le plus souvent invisible, même si ses effets sont bien visibles. On pourrait admettre que le mal se matérialise sous la forme d'un dragon à un moment donné, mais une fois vaincu ou dominé, il doit s'évaporer et disparaître comme un non-être. Donc laissons le dragon disparaître et passons à la suite de l'histoire. Iseut va aller recueillir Tristan pour ne pas être livrée elle-même au sénéchal, et elle va soigner Tristan avec l'aide de sa mère qui connaît les plantes. Au moment où Tristan est dans un bain chaud qu'elle lui a préparé, elle va remarquer sa beauté physique, mais en examinant son épée et en comparant l'entaille de l'épée avec le morceau d'acier qu'elle avait trouvé dans le crâne du Morholt et soigneusement conservé, elle va comprendre qu'il est Tristan de Launois, le meurtrier du Morholt, son cher oncle. Alors, folle de rage, elle va te faire tournoyer la grande épée au-dessus de la tête de Tristan en criant « Meurs donc !» C'est donc une histoire d'amour qui commence assez bien. Cependant, elle hésite à lui donner un coup fatal et va le laisser parler. Et lui va dire qu'elle a effectivement droit sur sa vie puisqu'elle lui a sauvé 2 fois la vie, mais un point important, c'est qu'il va lui mentir en disant « Ah, c'est pour toi que j'ai tué le dragon ». Oui, il a tué le dragon pour la conquérir, mais il oublie de dire que c'est pour la donner à son roi. Plus loin, il va encore lui mentir en lui disant « Un jour, 2 hirondelles ont volé jusqu'à Tintagel pour porter l'un de tes cheveux d'or. J'ai cru qu'elles venaient m'annoncer paix et amour. C'est pourquoi je suis venu te quérir par-delà la mer. C'est pourquoi j'ai affronté le monstre et son venin. Vois ce cheveu cousu parmi les feuilles d'or de mon bliot. La couleur des fils d'or a passé, l'or du cheveu ne s'est pas terni. » Iseut regarda la grande épée et prit en main le bliot de Tristan. Elle y vit le cheveu d'or et se tut longuement. Puis elle baisa son hôte sur les lèvres en signe de paix. Alors Tristan a quand même oublié de dire que ce n'est pas lui, mais son oncle le roi Marc qui a vu les hirondelles apporter le cheveu d'or. Ici, on peut dire que Tristan ment car il se sent menacé par Iseut, tout en étant blessé et allongé dans un bain, et qu'il doit ruser pour sauver sa vie, ce qui peut sembler lui donner une certaine excuse. En effet, il ne peut pas lui dire en face qu'il a l'intention de la donner au roi, Marc. Ce serait lui dire en même temps qu'il ne veut pas d'elle. Et comme ce serait très humiliant pour elle, il risquerait alors de se prendre un mauvais coup d'épée qui lui réglerait définitivement son compte. Le seul ennui, c'est que, alors qu'il sera de plus en plus rétabli, il ne va toujours pas lui dire la vérité pendant encore 2 jours, jusqu'à l'assemblée des barons, où le roi doit donner sa récompense, c'est-à-dire Iseut elle-même à celui qui a tué le dragon. En effet, une assemblée réunissant les barons, le roi et les 100 chevaliers de Cornouailles va écarter le sénéchal du roi d'Irlande qui voulait usurper la victoire
et reconnaître Tristan comme le vainqueur du dragon. Cependant, Iseut devra intervenir pour protéger Tristan, qui est reconnu alors par beaucoup comme le meurtrier du Morholt. En effet, elle demande au roi de garantir sa vie par un baiser de sauvegarde qu'il avait auparavant promis à Iseut d'accorder à Tristan. Iseut lui sauvera ainsi la vie une troisième fois. Alors devant l'assemblée, Tristan va faire ce discours. Seigneur, j'ai tué le Morholt, mais j'ai franchi la mer pour vous offrir belle amandise, c'est-à-dire une compensation. Afin de racheter le méfait, j'ai mis mon corps en péril de mort et je vous ai délivré du monstre. Il ne dit pas ici tout à fait la vérité, car pour lui, ce n'était pas un méfait. Il ne devait donc pas compensation, mais il dit cela pour rassurer l'assemblée des barons et le roi d'Irlande. En tout cas, il ne leur doit vraiment rien de plus. Cependant, Tristan poursuit. Et voici que j'ai conquis Iseut la blonde la belle. L'ayant conquise, je l'emporterai donc sur ma nef. Mais afin que par les terres d'Irlande et de Cornouailles se répande non plus la haine mais l'amour, sachez que le roi Marc, mon cher seigneur, l'épousera. Alors il va demander aux chevaliers de Cornouailles présents de jurer sur les reliques des saints que le roi Marc demande paix et amour, que son désir est d'honorer Iseut comme sa chère femme épousée, et que tous les hommes de Cornouailles la serviront comme leur dame et reine. Le roi prit alors Iseut par la main et demanda à Tristan s'il la conduirait loyalement à son seigneur. Devant les 100 chevaliers, il le jura. Alors ici, que de serments. Les chevaliers de Cornouailles jurent sur les corps saints, car Tristan leur demande de le faire. Le roi demande à Tristan s'il conduirait Iseut loyalement, alors il le jure. En fait, ni les barons irlandais, ni le roi n'avaient demandé au départ de serment. C'était de sa propre initiative que Tristan voulait donner Iseut au roi Marc. Avait-il donc besoin de s'engager à le faire par serment alors que ni le roi d'Irlande ni ses barons au départ n'avaient demandé tout cela? Ainsi, Tristan, qui tient à montrer son honneur de chevalier, va s'engager et engager les chevaliers de Cornouailles par des serments. Pourtant, Jésus-Christ avait bien dit qu'il ne faut jamais jurer. Peut-être parce qu'on ne connaît pas vraiment son cœur à l'avance. Alors tout le monde est satisfait et content, sauf Iseut, à qui on n'a jamais demandé son avis. Le roi ne lui avait pas plus demandé son avis lorsqu'il l'offrait à quiconque tuerait le dragon. C'était une décision politique pour s'impliquer dans la lutte contre le monstre, et Iseut devait se plier à la décision de son père, tout comme elle se doit de se plier d'être donnée au roi Marc. Elle n'a même pas songé à s'y opposer, sauf quand elle a su qu'elle risquait d'être donnée au sénéchal. Là, elle est allée en quête du véritable vainqueur du dragon, et visiblement, elle n'aurait pas dédaigné être donnée à Tristan, mais Tristan, à ce moment, s'en fiche. Il a apparemment rempli son serment de chevalier. Il avait bien dit au roi Marc, ou je mourrai dans l'entreprise, ou je ramènerai en ce château de Tintagel la reine aux cheveux blonds. Il est très content de lui, il a rempli la mission qu'il s'était donnée d'accomplir pour prouver sa parfaite loyauté envers son roi, et il est pleinement satisfait de ses combats victorieux. Aussi, à ce moment, il n'est absolument pas amoureux d'Iseut, même s'il l'a appelée Iseut la belle, il est totalement insensible à Iseut, dont la beauté brillait déjà comme l'aube qui se lève, ce qui a été dit auparavant. Lui, il est complètement absorbé par sa mission qu'il pense être chevaleresque de la porter à son roi. Il lui a menti plusieurs fois, mais il s'en fiche, c'est très secondaire pour lui. Pourtant, Gorvenal, l'écuyer, lui, avait appris à détester tout mensonge et félonie. Alors il y a un petit défaut dans son raisonnement, c'est bien d'être loyal et fidèle envers son Seigneur, mais ça ne doit pas être aux dépens d'autres,
en particulier d'Iseut, qu'il a sauvé 3 fois et à qui il a menti plusieurs fois. Ainsi, Iseut n'est pas contente du tout. Alors voilà ce qui est dit à la fin du chapitre 3. Iseut, la blonde, frémissait de honte et d'angoisse. Ainsi Tristan, l'ayant conquise, la dédaignait. Le beau conte du chevau d'or n'était que mensonge, et c'est à un autre qu'il l'a livré. Mais le roi posa la main droite d'Iseut dans la main droite de Tristan, et Tristan la retint en signe qu'il se saisissait d'elle au nom du roi de Cornouailles. Ainsi, pour l'amour du roi Marc, par la ruse et par la force, Tristan accomplit la quête de la reine aux cheveux d'or. Fin du chapitre 3. Chapitre 4, le filtre. Alors, la reine d'Irlande va concocter un filtre d'amour, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Elle tenait vraisemblablement son savoir des druides, lesquels n'ignoraient pas les pouvoirs curatifs de nombreux végétaux, des arbres, des plantes, des herbes, des aromates, pour en faire des remèdes efficaces. Des baumes et des filtres. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est de la chimie, et nombre de médicaments actuels proviennent de plantes. Les druides avaient accumulé pendant des siècles de manière empirique un savoir considérable sur les plantes qu'ils se transmettaient oralement de génération en génération. Bien entendu, ils connaissaient certaines plantes aphrodisiaques, et si on ajoute quelques plantes hallucinogènes, il n'y a aucune difficulté à faire un filtre d'amour pour vite croire ou faire croire qu'il s'agit de magie. Cependant, l'usage de ces plantes, je dirais ça entre parenthèses, doit bien sûr être surveillé de près car ça peut être très dangereux à certains dosages, surtout si ça tombe en de mauvaises mains, particulièrement des mains jeunes et ignorantes. Bien sûr, il est dangereux et irresponsable de parler du pouvoir de certaines plantes dans certains livres ou films destinés à la jeunesse. Je ferme ici la parenthèse. Mais ici, en dehors des plantes, interviennent aussi d'autres phénomènes naturels ou surnaturels qui sont le plus souvent ignorés. J'en parlerai plus loin. La reine va donc confier ce breuvage à la servante d'Iseut, Brangien, en la mettant en garde ainsi. Fille, tu dois suivre Iseut au pays du roi Marc, et tu l'aimes d'amour fidèle. Prends donc ce coutret de vin et retiens mes paroles. Cache-le de telle sorte que nul œil ne le voie et que nulle lèvre ne s'en approche. Mais quand viendront la nuit nuptiale et l'instant où l'on quitte les époux, tu verseras ce vin herbé dans une coupe et tu la présenteras pour qu'ils la vident ensemble au roi Marc et à la reine Iseut. Prends garde, ma fille, que seul il puisse goûter ce breuvage, car telle est sa vertu. Ceux qui en boiront ensemble s'aimeront de tout leur sens et de toute leur pensée, à toujours, dans la vie et dans la mort. Brangien promit à la reine qu'elle ferait selon sa volonté. Alors ici, la reine nous parle de coutret. Alors le coutret, on a l'explication un peu plus loin puisqu'elle parle de vase. Et dans le chapitre suivant, elle parle de flacon. Donc le coutret est donc un vase flacon ou un flacon vase, c'est-à-dire une bouteille. Alors bouteille, c'est pas très romantique, c'est pas très joli, donc elle préfère dire coutret. C'est probablement un objet, de luxe, ouvragé, c'est-à-dire c'est une bouteille un peu embellie. Alors on va pas dire bouteille parce que bouteille ça fait un peu trop ordinaire, disons. Alors je poursuis le texte.
La nef, tranchant les vagues profondes, emportait Iseut. Mais plus elle s'éloignait de la terre d'Irlande, plus tristement la jeune fille se lamentait. Assise sous la tente où elle s'était renfermée avec Brangien, sa servante, elle pleurait au souvenir de son pays. Où ces étrangers l'entraînaient-ils? Vers qui? Vers quelle destinée? Quand Tristan s'approchait d'elle et voulait l'apaiser par de douces paroles, elle s'irritait, le repoussait, et la haine gonflait son cœur. Il était venu, lui le ravisseur, lui le meurtrier du Morholt. Il l'avait arraché par ses ruses à sa mère et à son pays. Il n'avait pas daigné la garder pour lui-même, et voici qu'il l'emportait comme sa proie sur les flots vers la terre ennemie. Chétive, disait-elle, maudite soit la mer qui me porte. Mieux aimerais-je mourir sur la terre où je suis né que vivre là-bas. Alors la pauvre Iseut qui se sent impuissante face à une destinée qu'on lui impose, c'est quand même très touchant de l'entendre dire chétive en parlant d'elle-même, elle se sent si petite et si impuissante. C'est quand même très bien vu de la part du romancier. Un jour, les vents tombèrent et les voiles pendaient dégonflées le long du mât. Tristan fit atterrir dans une île et lassé de la mer les 100 chevaliers de Cornouailles et les mariniers descendirent au rivage. Seule Iseut était demeurée sur la nef et une petite servante. Tristan vint vers la reine et tâchait de calmer son cœur. Comme le soleil brûlait et qu'ils avaient soif, ils demandèrent à boire. L'enfant chercha quelques breuvages, tant qu'elle découvrit le coutret confié à Brangien par la mère d'Iseut. « J'ai trouvé du vin, leur cria-t-elle. Non, ce n'est pas du vin, c'était la passion, c'était l'âpre joie et l'angoisse sans fin et la mort. L'enfant remplit un hanap et le présenta à sa maîtresse. Elle but à longs traits, puis le tendit à Tristan qui le vida. Alors, le romancier va, à mon avis, un peu vite en besogne. Évidemment, il connaît la fin de l'histoire et présente la mort comme une fatalité inéluctable. Or, je pense que ça n'avait rien d'inéluctable, je dirais pourquoi plus tard. En effet, déjà, je peux dire que, outre le filtre, va intervenir une force que l'on ignore bien souvent, c'est-à-dire la fameuse force de fusion, non pas des fusions que personne ne semble connaître, la force de fusion que personne ne semble connaître, même si beaucoup la connaissent intuitivement, cette force de fusion que connaissaient aussi certainement intuitivement les Grecs avec Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, dont le premier mari fut Héphaïstos, dieu du feu et de la forge. Mais Aphrodite, infidèle à son mari, aura avec Arès, dieu de la guerre, l'enfant Eros. Ce qui nous ramène sans doute à la malédiction et au poème de Baudelaire La beauté que j'ai lu dans mon préambule à cette introduction à la littérature française. On pourra découvrir ultérieurement que cette force mal utilisée peut conduire à la malédiction, ce qui nous ramène à la puissance du dragon. Cependant, je pense que rien n'est inéluctable. Aussi, il me semble que le filtre est assez secondaire dans ce roman, alors que généralement, on lui donne le plus souvent, le premier rôle.